Bon matin tout le monde. Bon après-midi. Donc, aujourd'hui, on a une question de Danny. On va parler aussi de Zero Day. Mais avant ça, deux choses que j'aimerais vous parler. D'abord, de la subvention, là, le PACME qui a été sorti par le Québec, on en a parlé brièvement, mais on va en glisser deux, trois mots. Donc, ce que ça permet, en gros, là, traduction pour notre entreprise ou pour nos futurs clients, là, ça veut dire que tout ce qui couvre l'implantation du télétravail, surtout le côté formation, donc qu'est-ce qui change des habitudes de travail de vos employés? Fait que maintenant, ils travaillent de la maison. La formation sur les logiciels pour permettre ça. Donc, toute l'implantation de ça, c'est couvert par ce genre de formation-là. Dans le fond, il faut savoir que c'est une formation qui couvre les services professionnels que vous engagez, vous embauchez, mais ça couvre aussi la formation, dans le fond, une partie du salaire de vos employés. Là. Donc, c'est pas seulement d'un côté. Ça vous donne à vous aussi, là, en fait, ça vous donne des deux côtés de la médaille, ça vous donne des choses. Là. Le salaire, une partie du salaire qui est couvert par vos employés, puis dans le fond, d'avoir des services, une nouvelle façon de faire, des services qui vont être payés par le gouvernement. Donc, voilà pour ça. Deuxième chose que je voulais vous jaser aussi, c'est une question que j'ai pour vous. Puis ça va comme suit. C'est quoi vous pensez qui sont les prochaines étapes technologiques dans votre entreprise? Qu'est-ce qui va s'en venir au cours des prochaines semaines, des prochains mois, pour faire en sorte qu'on s'adapte à la situation actuelle puis qu'on puisse continuer nos opérations? Donc, je vous la pose en tant qu'entreprise. Là, on a des entreprises de plusieurs milieux. Qu'est-ce qui, selon vous, va devoir changer, soit dans votre entreprise, soit dans les entreprises en général, ou niveau technologiquement, où est-ce qu'on s'en va? Donc, voilà, question ouverte que je vous pose. Good. Et puis, lançons-nous sur les sujets de l'heure. Donc, Danny qui nous demande, est-ce que c'est possible d'être serverless? Oui, en fait, c'est 100% possible d'être serverless. Donc, on en a parlé dans une capsule précédente. On peut faire de la gestion d'identité avec Azure AD, Azure Active Directory maintenant, qui est inclus avec toutes les subscriptions d'Office 365. Où on va pouvoir gérer les ordinateurs, on va pouvoir implanter des paramètres de sécurité. On peut maintenant avoir des serveurs qui sont 100% dans le cloud, qui ne requièrent pas de capital finalement. On n'a plus besoin d'acheter de serveurs legacy qu'on place chez nous. Il faut supporter l'électricité, le serveur, l'infrastructure, le maintien de ces équipements-là. Donc, on peut envoyer ça dans le cloud directement, que ce soit des serveurs, que ce soit des applications aussi. Donc, autant des applications legacy que des applications qu'on va souscrire en tant que SaaS. Donc, ça faisait partie de notre capsule d'hier. C'est de plus en plus populaire parce qu'on on développe nativement ces applications dans le cloud. Donc, souvent, c'est plus performant, plus sécuritaire. Ça permet aussi de sauver des coûts souvent parce qu'il y a des avancées technologiques. Donc, Olivier, deux, trois mots là-dessus. Ouais, ben je veux juste clarifier quand on parle de serverless, c'est vraiment pas de serveur chez vous physiquement, là, parce qu'il existe un concept qui s'appelle serverless computing, qui est du FaaS, donc du Function as a Service. Hier, on a parlé du IaaS, SaaS, PaaS, puis il existe aussi le FaaS, il existe plein d'autres AS, là, mais le serverless computing, où est-ce que c'est Function as a Service, c'est vraiment généralement, on trouve ça dans des déploiements d'applications en microservices, là, où est-ce que dans le fond, on a une fonction qui est exécutée avec différents triggers, puis vous êtes facturé sur l'utilisation de la fonction plutôt que sur le compute requis et tout ça. Fait qu'il faut faire vraiment attention là, pour les gens qui sont un peu plus connaissants, c'est AWS Lambda ou Azure Functions. C'est vraiment ça, le serverless computing. C'est pas ce dont on parle aujourd'hui, juste pour être clair. Ouais, très bon point. Donc, oui, évidemment, ça ne s'applique pas à toutes les entreprises, mais le serverless qu'on parle aujourd'hui, donc c'est vraiment le mouvement de ne plus avoir de serveurs à l'interne.
Ça dépend de vos besoins, ça dépend des budgets aussi, de la gestion du cash flow que vous faites à l'interne. Donc, est-ce que pour vous, ça fait plus de sens, ça a plus de sens de capitaliser un serveur sur plusieurs années ou de payer des frais qui vont être récurrents par mois? Exact. Ce qui fait toute la différence en allant dans un cloud, c'est vraiment le capital de départ, première chose. Puis l'autre chose, c'est l'amortissement. Donc, si vous utilisez votre équipement pendant généralement là, plus que 5 ans, c'est plus rentable d'acheter de l'équipement que d'aller dans un cloud, mais ça dépend encore de vos besoins. Si c'est pour faire un serveur de fichiers, puis vous n'avez pas personne qui travaille à l'extérieur, puis c'est toujours à la même place, ben, il y a certains use cases que ça fait du sens d'avoir des serveurs sur place. Il y en a d'autres où est-ce que ça en fait moins. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a des professionnels comme nous qui sont là pour vous accompagner là-dedans. Là. Oui, exact. T'sais, si on a une entreprise qui va être en forte croissance dans les prochaines années, ben, en même temps d'acheter un équipement aujourd'hui, soit on va acheter un équipement qui est très, très overkill, là, qui est dans le fond beaucoup plus fort que ce qu'on a vraiment besoin parce qu'on va prévoir une croissance. L'autre solution, c'est d'aller dans le cloud. Puis au moment où on aura besoin de plus de services, mais on fait juste augmenter ces services-là dans le cloud. C'est un bon use case pour ça. Puis c'est ça. Dans le cas où peut-être on a juste un petit serveur de fichiers à l'interne, un NAS pourrait faire amplement le travail là, pour le moment. Oui, effectivement. Donc, voilà, Danny, j'espère que ça a répondu à ta question. Maintenant, on va s'attaquer à notre sujet du jour qui est le Zero Day. Donc, vous avez peut-être rencontré ça sur votre antivirus, sur des forums, sur des publications de cybersécurité. Donc, un Zero Day, ça a le rapport à tout ce qui est vraiment des pirates, des attaques et des failles de sécurité qu'on va retrouver dans les systèmes informatiques. Donc, je vais laisser Olivier débuter là-dessus, puis je vais rajouter ma touche au fur et à mesure. Ouais. Mais le fond, Zero Day, c'est une vulnérabilité au départ qui n'est pas connue soit du manufacturier ou des gens qui ont écrit le software. En tout cas, du vendor n'est pas conscient de cette vulnérabilité-là. Et puis, elle peut être active ou inactive. Donc, un Zero Day actif, c'est-à-dire que c'est une vulnérabilité qui a été découverte par un pirate, puis elle est utilisée. Ce qui rend ça très, très particulier, c'est que puisqu'elle n'est pas connue, on a généralement peu de façons de la détecter, à part avec des différents outils de détection. Donc, si, par exemple, il y a un Zero Day dans votre serveur de fichiers, puis que vous vous mettez à regarder, puis vous voyez beaucoup de trafic sortir sur Internet, bien là, peut-être vous dites, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui tire sur mes fichiers. Mais bon, généralement, c'est pas connu. Donc, Zero Day, c'est ça. Donc, c'est le jour zéro. En ce moment, avec ce qu'on vit en ce moment, on a le terme patient zéro. Donc, c'est un peu l'équivalent en technologie de l'information du patient zéro. Donc, le Zero Day, c'est la vulnérabilité alors qu'elle n'est pas connue et qu'elle n'est pas encore patchée. Quand elle est patchée, c'est le jour 2 généralement. Puis le jour 1, ben, c'est le moment où elle est connue puis qu'on a soit une patch ou encore une mesure de mitigation disponible. Mm-hmm. Donc, ouais, vas-y. Si je prends l'exemple d'une apocalypse de zombies, ben le Zero Day, ce serait le jour où il y a le premier cas de zombie finalement, où quelqu'un mange un hamburger infecté, se transforme en zombie. Donc, c'est ce qu'on appellerait le Zero Day. C'est quand on découvre ce virus-là, cette anomalie-là, et que finalement, on n'a aucune information. Est-ce que ça existe, ça part de où, comment ils se sont pris, voilà. C'est très difficile de se prévenir de ces attaques Zero Day-là. Si c'est un virus, alors à ce moment-là, la signature du virus n'est pas connue des firmes d'antivirus. Si c'est un ver, ben, il peut se propager très, très rapidement. Ce que la plupart des systèmes d'exploitation modernes, en fait, la plupart, c'est l'ensemble des systèmes d'exploitation modernes, ils ont toutes des protections built-in, donc dans le fond, qui empêchent ce qu'on appelle des buffer overflow. Mais ça a une limite. Donc, ça réduit le risque, mais ça ne l'élimine pas complètement.
c'est important de comprendre que cette vulnérabilité-là existe dans tous les équipements. C'est différent passant d'un backdoor. Là. Ce qu'on appelle un backdoor, c'est ce qu'un un fournisseur aurait mis volontairement dans un produit. Comme en ce moment aux États-Unis, il y a une grosse polémique autour de l'encryption. Est-ce que le gouvernement américain demanderait à des fournisseurs de mettre volontairement des failles dans leurs produits pour que les forces de l'ordre puissent y accéder? Qu'on soit d'accord ou pas avec cette mesure-là, mais le terme, ça, c'est un backdoor, donc ça, c'est volontaire, alors qu'un zero day, c'est non volontaire. Donc, c'est ça. Ça existe, puis la protection contre ça, c'est plutôt difficile. On a des systèmes comme CrowdStrike qui permettent de faire l'analyse de tout ce qui roule sur votre ordinateur. Il y a aussi, le nom m'échappe, il existe d'autres compagnies qui font d'autres produits, qui font l'analyse de behavior, qui vérifient qu'est-ce qui se passe dans l'ordinateur, quel fichier est lu. C'est un peu intrusif, c'est sûr, parce que dans le fond, on révèle un peu tout ce qui se passe sur notre ordinateur, nos serveurs, nos équipements à une tierce partie. Mais en même temps, eux autres disent, en me disant ce qui se passe, je vais pouvoir détecter qu'est-ce qui se passe de pas normal, puis t'aviser tout de suite. Donc, c'est un jeu de balance, finalement. Balancer le risque avec les bénéfices. Si je traduis ça là, dans mon exemple de zombie, ça veut dire que, par exemple, mon logiciel, il regarderait un peu tout ce que je mange, ce que je fais comme activité, peut-être ce que je vais toucher. Donc, pour essayer de trouver un pattern de où j'aurais attrapé ce genre de virus-là, comment ils font? En fait, ce serait l'équivalent de prendre des échantillons sanguins de façon continue sur votre corps, puis détecter à ce moment-là, surtout qu'on détecte un changement, puis qu'on le détecte sur plusieurs autres êtres humains dans le pays, sur la planète. À ce moment-là, on peut dire, on a peut-être un facteur commun qui fait que ça, c'est anormal, puis mettre des protections immédiates là-dessus, ou flaguer ça à tout le moins, puis dire, c'est-tu normal, c'est-tu pas normal, puis qu'est-ce qui arrive? Les compagnies comme Office 365, puis il y a beaucoup d'entreprises qui font du mail filtering comme le Barracuda. Le Barracuda est un bon exemple. Mais oui, Microsoft avec Office 365, G Suite, évidemment, ils font du mail analysis, mail filtering. Exactement. Donc, les entreprises offrent ce qu'on appelle du Zero Day Protection. Donc, ils vont l'équivalent d'une chambre de détonation. Donc, ils vont ouvrir les courriels, ils vont ouvrir les pièces jointes dans un environnement qui est isolé pour analyser qu'est-ce qui se passe. Est-ce que, une fois qu'on a ouvert le document Word ou le document PDF, est-ce qu'il va chercher des images? Est-ce qu'il va exécuter ouvrir des pages qui a des JavaScript dedans? Donc, c'est vraiment une chambre à détonation. Donc, il ouvre le document, il regarde ce qui se passe, puis s'il ne se passe rien, tant mieux, ça continue. S'il se passe quelque chose à ce moment-là, on arrête ça tout de suite, puis on dit il y a peut-être quelque chose d'anormal avec ce document-là. Puis à ce moment-là, ça peut être soit l'administrateur système ou soit on avise l'usager en passant tu as reçu un courriel, mais le comportement est anormal, donc ça a été retiré. En fait, il y a différentes protections qu'on peut mettre en place. Mais voilà, c'est des produits qui sont offerts par les différents vendors anti-spam, que ce soit dans le cloud ou encore mais j'imagine que ce genre de système-là ne fonctionnera probablement pas parfaitement, par exemple, si j'utilise des macros à l'intérieur de mon entreprise. Où là, c'est ça, évidemment, il va aller chercher pour certaines macros spécifiques. Donc, il va avoir des chemins ou des actions qu'il va porter qui vont peut-être sembler dangereuses, mais en même temps, ça va avec l'utilisation de macros. Donc, encore une fois, si on permet ce genre de pratique-là, d'activer les macros automatiquement, on est quand même sujet au risque. Là. Tout à fait. Je le répète toujours, le risque zéro n'existe pas. On peut juste prendre des mesures pour amoindrir le risque, pardon. Mais voilà. Fait que le concept de Zero Day, c'est une vulnérabilité. Si on récapitule, là, le concept de Zero Day, c'est une vulnérabilité qui a été découverte, qui est inconnue du fournisseur ou en fait du vendor qui a offert le produit. Donc, c'est ce que c'est un Zero Day. Si je pense à
Meltdown ou Spectre qui a été probablement très diffusé là, dans les médias. On en a parlé plus qu'à l'intérieur d'une communauté informatique plus serrée, disons. Là. C'est qui affectait les processeurs, là, pas tout, mais presque tous les processeurs d'Intel depuis des années. Donc, est-ce que c'était un zero day? Est-ce que c'était un backdoor? Comment ils ont fait pour mitiger ça? Dans le cas de Spec Meltdown, c'était en fait, quand ça a été découvert, c'est un zero day. Les gens qui l'ont découvert ont immédiatement avisé Intel. Le problème dans le cas d'Intel, dans le cas de cette vulnérabilité-là, c'est que c'est un problème physique. Donc, c'est de la façon dont les circuits sont imprimés sur les chips qui est problématique. Donc, il y a différentes façons qui ont été mises en place au niveau logiciel pour limiter l'exploitabilité de cette vulnérabilité-là. Dans les nouvelles générations d'Intel, ce problème-là a été réglé. Quoique, selon certains chercheurs, il y aurait peut-être d'autres vulnérabilités qui existent. Mais enfin, il y a eu des correctifs logiques pour essayer d'isoler ça. Ça venait avec un gros coût du point de vue performance, donc c'est des fois 20% de perte de performance. Pour la moyenne des ours, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, j'ai un i7 sur mon ordinateur, j'utilise mon processeur à 5-10%, fait quand même, tu enlèves 20%, ce qui était vraiment dans des edge cases, 20%. C'est pas la fin du monde. Toutefois, dans des fermes de serveurs où est-ce qu'on a des centaines et des centaines de machines virtuelles qui roulent, ça peut être un problème. Puis c'était justement ceux-là qui étaient le plus problématique parce que Spec Meltdown, en fond, ce qui arrivait, c'est qu'on pouvait avoir accès à de la mémoire protégée d'un autre processus. Donc, une autre machine virtuelle, il faut avoir la contamination d'une machine virtuelle à côté puis qui allait voir la mémoire de l'autre. Donc, c'est un peu comme si vous faites votre examen puis on se penche un peu la tête et on regarde ce qui se passe à côté, ou vous êtes à la caisse à l'épicerie puis la personne derrière vous, on regarde c'est quoi votre NIP. Donc, c'est un peu l'équivalent de Spec Meltdown dans la vraie vie. Oui, ça passait sous le radar, en fait. Oui, puis tu sais, 20%, 15%, 20% aussi, c'est quand on planifie ce genre d'infrastructure-là, où on a des centaines, des milliers de serveurs, une grosse infrastructure, 15-20%, c'est souvent le seuil où on se dit aussi, ben ces équipements-là vont être à remplacer. Donc, on se dit, quand on arrive à 70-80% de l'utilisation, ben il y a un problème. Fait qu'on commence à planifier la prochaine génération, peut-être, sauf que là, on perd 20% en dedans de. C'était une mise à jour, finalement. Oui. Tout à fait. Ça fait le tour, donc j'espère ça a été informationnel, qu'on a pu vous aiguiller, puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Ben, je vous invite en fait à répondre à notre question. Donc, nous, c'est un partenaire qui nous l'a posé chez nous. Donc, je vous invite à répondre à cette question-là. Puis, sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous lancer ça. On y répond à chaque jour. Ça marche. Bye, Ali. Bye, tout le monde. Salut.